là où tu vois que l'aïkido peut donner de la valeur. Donc à quel problème ça répond, ou ça peut répondre, Oui. c'est ça. Je pense essentiellement dans le mode relationnel. Je dirais actuellement, le problème essentiel me semble être le problème, c'est que le mal-être au travail est de plus en plus fort. Il est de plus en plus fort parce que les équipes sont réduites, la pression sur la performance, sur le résultat est très 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 forte. Et il naît un climat de concurrence à l'intérieur même de l'organisation, alors que normalement ça ne devrait pas être. Et le mot coopération devient quelque chose de virtuel ou de plus en plus virtuel, et les gens sont de plus en plus en train de se regarder entre collègues et là on est véritablement dans l'image du conflit tel qu'on le voit en Aïkido, où en fait on est en apparence en opposition et on doit essayer de retourner cette opposition, cette concurrence en coopération. Donc, et voilà. Selon toi, comment est-ce que cela donc se manifeste, tu crois, à l'intérieur des organisations? Ben donc, je pense qu'il y a des pertes de rendement. Si on regarde à court terme, mettre la pression sur les gens, ce qui entraîne de la concurrence, mettre cette pression a un impact négatif sur la performance réelle à terme, à moyen terme. Les gens vont partir, les gens vont faire du burn-out, les gens vont être, je dirais, on va dire effrayés, prudents ou sur la défensive, ou ne vont pas mettre en place des systèmes de coopération. Donc l'ensemble de ces conséquences a un effet direct sur le rendement des personnes. Ça, c'est certainement la première chose. Une autre chose est le fait que ce climat de concurrence génère, je dirais, des sérieuses limitations en termes de ce qu'on peut appeler créativité. Parce qu'à partir du moment où je prends le choix d'être créatif, je dois prendre un risque. Si je prends un risque, c'est-à-dire que je peux faire une erreur. Si je peux faire une erreur et qu'elle sera sanctionnée parce que tous mes collègues sont des concurrents, je vais donc prendre de la sécurité, ne pas faire les propositions, et donc des propositions créatives risquent de ne pas émerger à cause de ce climat concurrentiel. Ça, c'est principalement, je dirais, la première chose. Donc, c'est le facteur humain. Je pense aussi qu'un deuxième facteur essentiel est que quand même beaucoup d'entreprises investissent encore pas mal d'argent dans des budgets formation et que les résultats ne sont pas toujours à la hauteur. Et là, j'en viens à des pratiques appliquant l'aïkido dans toutes les formes de training qu'on peut imaginer, que c'est une autre forme d'apprentissage qui permet d'intégrer à travers le corps, pas uniquement, mais à travers le corps quand même, et de pouvoir espérer obtenir des résultats beaucoup plus, on va dire, profonds, incarnés, mis en place d'une manière effective. On voit par exemple dans la gestion des conflits, apprendre des techniques de négociation, des choses pareilles, quand la pression est forte, que les émotions sont intenses, mais en général, tout ce qui a été appris en formation ne prend pas ou n'est pas disponible parce que l'émotion en fait coupe de toutes nos expériences, de toutes nos connaissances, et donc en fait on ne profite pas à proprement parler des formations d'une manière générale. Et donc là, il pourrait y avoir une opportunité d'introduire les méthodes à travers l'aïkido, puisque cela va donner à cette entreprise une vraie résolution ou un vrai apprentissage qui peut aussi s'utiliser au moment où c'est vraiment nécessaire. C'est ça, donc il y a un effet, je dirais un effet immédiat, très court terme,
enfin, dans l'instant, c'est-à-dire les personnes qui ont, et là je me place dans le cadre de formation, je dirais de travail en équipe, de communication plus harmonieuse, de véritablement installer un climat de coopération. Il y a toujours des accrochages. À ce moment-là, on peut en tout cas raisonnablement imaginer que des formations telles que celles que l'aïkido peut proposer dans la gestion des conflits, la présence à soi, la gestion du stress, des pressions émotionnelles, etc., auront un effet immédiat nettement plus efficace, et que donc le résultat de la formation sera plus visible à court terme. Maintenant, il y a un deuxième objectif, et le problème, c'est bien sûr que c'est plus vaste, et que là, c'est beaucoup plus difficile, à mon sens, de toucher les responsables en ressources humaines ou en formation. C'est l'effet de travailler véritablement sur ce que j'appelle un changement de paradigme, c'est-à-dire de passer de ce climat de concurrence-compétition à coopération. Où là, toujours le climat de compétition, c'est-à-dire d'aller au-delà de ses propres performances, de progresser, d'aller plus loin que ce qu'on fait, je dirais, sans trop d'efforts, donc de pouvoir se dépasser, de pouvoir être encore meilleur, doit pouvoir se placer et se positionner par rapport à soi-même, bien plus que contre les autres, contre ses collègues, contre le service d'à côté, des choses pareilles. Et là, il y a un changement de paradigme où on passe véritablement d'un esprit de compétition à un esprit de coopération. Et en général, quand on explique ça, quand on présente ça, il y a deux objections majeures. La première, c'est de dire oui, mais la compétition, c'est ce qui fait qu'on gagne. Avec toujours ce sous-entendu que si je gagne, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va perdre. Et le concept gagnant-gagnant, on le retrouve dans les livres, mais pas assez souvent dans la réalité concrète des entreprises. Et le deuxième, c'est que dans cette... oui, c'est ça, c'est cette notion de compétition qui semble vouloir dire qu'on doit gagner sur l'autre et qu'on ne peut pas simplement vouloir être meilleur, simplement se développer et progresser. Et là, il y a un changement de paradigme, et ça, c'est beaucoup plus long terme, et c'est beaucoup plus difficile de répondre à ces objections, parce que les responsables, ressources humaines ou formation, ont des objectifs très concrets, très court terme. Ah, d'accord, oui. Donc, pour eux, déjà, cette notion de... les deux côtés peuvent gagner, ça ne reste qu'un concept, quoi. Mais il y a toujours la différence entre les valeurs affichées et les valeurs vécues. Donc là, il y a un point essentiel à établir. On voit, il y a eu la mode des chartes de qualité qui étaient affichées sur les murs, dans les salles de réunion, etc. Et on voit très bien que les valeurs restent accrochées au mur. Elles ne sont pas intégrées autour de la table entre les personnes qui travaillent d'une manière réelle. Ce qui donne une sorte de déconnexion et quelque chose d'assez peu, je dirais, valorisant en termes de valeurs humaines. Et on doit pouvoir revenir à des formes de... Et là, on va parler bien sûr d'un mot comme le leadership, des formes de leadership. Leadership étant, que font les dirigeants, mais pas que les dirigeants, pour vivre les valeurs qu'ils défendent, qu'ils proposent. Et c'est comme pour l'éducation des enfants, les enfants ne font pas, ou ne retiennent pas ce qu'on dit, ils observent, ils retiennent ce qu'on fait. Ce qu'on fait. Alors les chartes, en général affichées au mur, ne font rien. Elles disent, et face à ça, on a les comportements au quotidien des personnes qui sont en avant, les leaders, mais ces leaders, c'est à la fois la personne elle-même, le responsable du service, ou tous les plus hauts managers ou leaders de l'organisation. C'est une question de cohérence, une fois de plus. Et de nouveau, là, il y a des messages à faire passer en termes, justement, dans les valeurs de l'aïkido. C'est que, justement, un des piliers de l'aïkido, à mon sens,
c'est la notion de centrage et de présence à soi. Oui. Alors, dire, revendiquer des valeurs et agir exactement de manière opposée ou différente au minimum, c'est pas vraiment ce qu'on appelle être centré, vertical, et de pouvoir justement prendre conscience de cela et l'ouvrir au groupe, à l'équipe, devient un challenge que peu de leaders vont accepter de faire parce qu'il y a cette notion de se mettre en danger. Et donc là, tu as déjà parlé un peu de ce que l'aïkido pourrait apporter comme valeur à ces organisations. Est-ce que tu pourrais encore développer un peu plus là-dessus? Parce que tu as mentionné plusieurs domaines, par exemple, travail en équipe, climat de coopération. Tu viens de mentionner un des piliers, la notion de centrage et de présence à soi. Est-ce que tu pourrais encore développer un petit peu si tu devais décrire quelle est exactement la valeur que peut apporter l'aïkido? En termes de valeur, je pense qu'il y a essentiellement, et on peut jouer sur les mots, mais je parlerai d'authenticité et d'empathie. Authenticité, c'est-à-dire cette qualité qui consiste à être plus ou vraiment soi-même. On ne l'est jamais vraiment, mais on peut en tout cas tendre vers cet état d'être plus soi-même, ce qu'on pourrait appeler aussi l'intégrité. Donc c'est cette notion d'être, je dirais, rassemblé. Ça c'est la première qualité en partant de la personne. La deuxième, je dirais, je le qualifie fréquemment d'empathie. Parfois le mot fait peur, mais c'est pas trop grave, c'est simplement une question de voir ce qu'on entend par empathie. L'empathie étant, je dirais, cette faculté que l'on peut développer de pouvoir recevoir, percevoir l'autre comme une personne à part entière et de pouvoir être touché par son expérience. C'est-à-dire, quand on voit qu'une personne a beaucoup de pression sur un dossier, quand on voit qu'une personne est particulièrement stressée ou en colère, etc., de pouvoir identifier ce qui chez l'autre forme son expérience, de manière à véritablement entrer en communication avec cette personne pour faire ce que j'appelle une équipe, pour faire ce que j'appelle une coopération. Une coopération en considérant l'autre simplement comme un pion dans une organisation, ce n'est pas de la coopération, c'est de la manipulation ou de l'utilisation. Je pense que ce qui est essentiel, c'est que quel que soit le niveau, et ça va du bas vers le haut, comme du haut vers le bas, ou sur le plan horizontal entre collègues ou services, collègues, etc., je pense qu'il est important de pouvoir, comme on dit généralement, se mettre, ne fût-ce qu'un instant, dans les chaussures de l'autre pour comprendre ce que la personne vit, ce que la personne ou le service est en train de vivre, dans ses contacts avec l'extérieur, dans ses challenges, dans ses processus à mettre en œuvre, etc. Si on peut comprendre ça, et l'empathie c'est simplement comprendre cette expérience de cet autre qui est le collègue, le chef, le subordonné ou le service à côté, quand on comprend cela, on peut à ce moment-là bien sûr revenir à soi, parce que ça c'est essentiel, et voir une dimension supplémentaire. De la même façon qu'avec un œil je vois quelque chose, avec l'autre œil je vois autre chose, avec les deux yeux je vois en 3 dimensions. C'est de pouvoir dire, tiens, comment l'œil gauche voit l'œil droit, comment l'œil droit voit ce que l'œil gauche fait, et qui me donne cette vision tridimensionnelle que je n'aurais pas si j'étais seul. C'est-à-dire dire, oui, ben voilà, la production a des critères essentiellement de rendement, de rapidité, d'efficacité, etc. La partie, je dirais, vente, n'a qu'une seule préoccupation, c'est le chiffre d'affaires.
Bon, ben, si on regarde chacun dans son jardin comme ça, ben, il y aura une incompréhension complète et on ne pourra pas véritablement faire une offre décente et cohérente si on ne prend pas ensemble les deux dimensions qui sont les contraintes du développement ou les contraintes de la production avec les contraintes de la vente. Parce que finalement, si on arrive à avoir cette authenticité et cette empathie, ça va servir à quoi? C'est ce qui va véritablement, pour moi, favoriser ce qu'on appelle généralement, et le mot est parfois un peu douteux, on peut en discuter, la notion d'intelligence collective. C'est-à-dire que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, à mon avis ça fait longtemps, mais disons que aujourd'hui plus particulièrement, plus personne, plus aucun manager, ni leader, ni quoi que ce soit, ne peut prétendre avoir la vérité tout seul. Avoir la connaissance complète dans sa tête, dans son modèle du monde. Il est indispensable d'intégrer ce que voient, ce qu'entendent, ce que comprennent les autres. Et pour le faire, il faut pouvoir mettre en place une qualité de communication, une qualité de contact, une qualité de relation qui fait que chaque personne devient la partie d'un tout plus vaste. Si la qualité de relationnel n'est pas bonne, et ça c'est en plein quelque chose que l'aïkido nous enseigne, si la qualité n'est pas bonne, on a un ensemble de personnes qui ne forment pas une globalité, un ensemble de personnes, le rendement ou l'intelligence globale qui est générée par des personnes distinctes et qui ne se lient pas entre elles de manière suffisamment bonne, on a un niveau d'intelligence global, collectif, qui est inférieur à ce qu'on pourrait avoir si on a une véritable écoute. Mais ça nécessite de basculer dans des modes relationnels ou des modes de communication qui prennent en compte la vision des autres. Parce que si prendre la vision des autres, c'est uniquement la démolir sous prétexte que la sienne est meilleure, en fait, on fait moins avec plus. Si je prends et que j'englobe la vision des autres, je fais plus avec plus. Donc c'est cette notion d'émergence d'une forme d'intelligence collective qui fait que véritablement on arrive à des organisations qui deviennent vivantes, véritablement. Qui deviennent vivantes parce que chacun y contribue. On y arrive déjà, mais je crois que globalement, quand on vit un climat de compétition et de concurrence interne, l'organisme vivant qu'est l'organisation est sous-performante. Donc il y a deux dimensions de la performance. Il y a la performance individuelle de la personne soumise oui ou non au conflit, soumise oui ou non à la compétition, à la concurrence, à la critique, au jugement, à l'intolérance, à la faute, etc., etc. Ça, c'est la performance individuelle, mais à ça s'ajoute la dimension globale, qui est le fait que le climat de coopération permet de faire émerger une efficacité organisationnelle qu'on ne pourrait pas atteindre dans un climat compétitif pur. Et ça, c'est effectivement, comme tu dis, le changement de paradigme. C'est ça. Oui. Qui se fait pas au jour du lendemain, quoi. Et c'est ça qui est difficile à vendre, et ça c'est le vrai challenge. C'est qu'il y a d'une part le challenge de ce paradigme moyen terme, alors que les préoccupations sont trop souvent, malheureusement, court terme. Et deuxièmement, il y a le paradigme aussi, je dirais, de l'apprentissage corporel, parce que tout ça c'est bien, mais si on regarde l'aïkido, pourquoi l'aïkido? Il y a plein d'autres mécanismes, je dirais, coopératifs, d'écoute réciproque, etc., etc., etc. Ouais. Ce qui fait l'essence même de l'aïkido, c'est le fait que c'est une pratique qui est construite sur une dynamique corporelle. C'est-à-dire qu'on dépasse les concepts, on incarne les concepts. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire que
bien souvent, la plupart de ces idées sur la coopération, compétition, sur la gestion du stress, sur l'écoute, la relation, etc., sont connues. Sont connus, on ne vient pas avec quelque chose de nouveau. On doit être conscient. Non, parce qu'on pourrait aussi dire, ouais, on fait un peu de jeu de rôle et comme ça, les gens font aussi avoir cette expérience. C'est ça. Voilà. Par contre, où il y a véritablement quelque chose de nouveau et de différent, à mon sens, c'est le fait que c'est une approche corporelle. Et de nouveau, on peut trouver aussi d'autres moyens. L'aïkido n'est pas la solution unique. On peut faire des choses équivalentes avec d'autres activités. Ce qui est essentiel à mon sens, c'est que je connais des amis et collègues à la limite qui travaillent de la même façon avec le golf, plutôt qu'avec... mais il y a des dimensions qu'ils ne peuvent pas souligner qu'on trouve dans l'aïkido, parce que l'aïkido est à la fois un art qui permet de développer les qualités personnelles, au sens individuel, moi avec moi, et les qualités relationnelles, moi avec l'autre. Et c'est ces deux choses-là qui sont essentielles, et l'ensemble est enveloppé dans justement un paradigme qui est le paradigme qui est en fait une forme d'écologie, qui est en fait nous sommes connectés. Nous sommes connectés, et toutes les distinctions, toutes les séparations, tous les cloisonnements, tous les isolements que nous créons, ou que nous créons, ou que nous interprétons, sont en fait des constructions artificielles indispensables pour cognitivement réfléchir à la situation. On a besoin de catégoriser, de distinguer, mais qui nous fait perdre un avantage essentiel, c'est cette notion de connexion. Oui, mon collègue est différent, mais en même temps, il est semblable. Oui, le service d'à côté est différent, mais en même temps, il est semblable. Oui, mon concurrent est différent, et en même temps, il est semblable. Et c'est en travaillant sur cette double distinction, ce qui nous isole, ce qui nous différencie, et ce qui nous rassemble, ce que fait l'aïkido dans la pratique, à mon sens, c'est de mettre l'accent sur ce qui rassemble, et de nous montrer et de nous démontrer que faisant cela, on n'abandonne pas, on ne donne pas la primauté à l'autre, on établit une relation saine où je me reconnais comme étant une individualité à part entière, je reconnais l'autre comme étant une individualité à part entière, et je construis aussi la relation qui nous rassemble. Waouh. Ouais, j'aime beaucoup comment tu décris cela. Si je peux te poser une question plutôt personnelle, si tu te regardes toi, parce que toi aussi, comme moi, tu essayes d'amener ces notions, etc., dans des organisations, d'en faire une vie aussi. Pour toi, qu'est-ce qui te motive, ou qu'est-ce qui fait que tu prends ce risque et que tu te mets au service de cette vision ou cette Aiki approche? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre? D'une part, quand on découvre un moyen de véritablement transformer la vie, qu'elle soit professionnelle, privée ou n'importe quelle forme de vie, pour arriver à quelque chose, je dirais, de nettement plus harmonieux, moins stressant, etc., etc. Une fois qu'on connaît, c'est la même façon qu'avec les GSM. Avant, on n'avait pas de téléphone portable. On vivait très bien avec. On allait dans une cabine téléphonique, on attendait de rentrer à la maison pour téléphoner, etc. Et puis un jour, on a découvert le GSM, on l'a mis sur le marché. Et qu'est-ce qui se passe? On constate la valeur de cet appareil. Après, on se dit, mais quelle raison aurais-je de m'en passer sous le prétexte qu'avant, on faisait autrement? Une fois qu'on a découvert quelque chose qui est une facilité, qu'est-ce qui fait que
on devrait s'interdire de l'utiliser. Ça, c'est déjà une première chose. Donc, ça s'impose comme une évidence d'entrée de jeu. La deuxième chose, c'est, je crois, je dirais encore deux choses. La première chose, c'est donner sens. C'est-à-dire, en fin de compte, quand on fait quelque chose, on peut faire un travail, une profession, une carrière, en visant le côté, je dirais, comme on dit en français souvent, perdre sa vie à la gagner. C'est-à-dire de faire des choses en disant, oui, bon, voilà, financièrement, c'est l'histoire du gars qui disait il faut que je continue à travailler, j'aime pas mon travail, mais il faut que je continue à travailler. Et pour ça, j'ai acheté une voiture. Mais pourquoi est-ce que tu as besoin de continuer à travailler? Ben, c'est pour payer ma voiture. Et pourquoi est-ce que tu as une voiture? Mais c'est pour pouvoir aller travailler. Et pour finir, on perd le sens et on ne sait plus pourquoi on fait les choses. Donc déjà, la notion de donner sens est important. Et donner sens, c'est de pouvoir connecter une réalité du quotidien, terre à terre, à une réalité plus vaste. Et je crois que particulièrement maintenant, quand on voit les crises écologiques, climatiques, économiques, financières, etc., on a un peu l'impression que notre société va dans le mur et qu'on fonce tête baissée vers quelque chose, vers le gouffre, et qu'on se demande s'il y a encore un pilote dans l'avion. Et je pense que principalement, ce qui est essentiel, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire dans cette histoire? On court après quoi? On gagne plus pour consommer plus, on consomme plus pour gagner plus. Quel est le sens de tout cela? Et en même temps, de revenir quand même terre à terre. On peut avoir beaucoup d'idéaux, d'utopies, etc., etc. Mais je pense que ce qui pour moi me paraît essentiel, c'est de comment pouvoir concilier, je dirais, des choses très pragmatiques, très quotidiennes, avec des idéaux beaucoup plus vastes qui sont connexion, harmonie universelle et des choses pareilles, avec un quotidien qui en général, il suffit par exemple quand on vit dans un appartement d'avoir son voisin qui fait du bruit ou de la musique à fond jusque 3 heures du matin. La notion d'harmonie universelle est vachement mise en péril. Ouais. Et c'est là que le travail commence. À ce moment-là, on bascule dans des chaînes d'agressivité et des choses pareilles. Et ce qui me paraît moins essentiel, c'est que véritablement, c'est une approche qui donne, je dirais, enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, qui donne enfin une réponse à comment vivre dans le respect de valeurs de bienveillance, d'altruisme, d'écoute, d'empathie, de bienveillance et tout ce qu'on veut, dans un monde qu'on peut qualifier de dur. Comment ne pas tomber et comment ne pas tomber dans le piège de la violence et de l'agressivité quand quelqu'un dans un magasin vous dépasse à la file, quand on prend votre place de parking devant votre nez, quand votre enfant adolescent vous dit non, je travaillerai pas, ou je ne ferai pas ci, ou je ne ferai pas là. Quand votre conjoint ne veut pas ou veut absolument faire quelque chose que vous ne voulez pas, etc., etc. Comment, à ce moment-là, trouver une réponse qui soit autre chose que l'agression, je veux absolument avoir raison, ou simplement le fait d'abandonner et de laisser l'autre dominer. Comment pouvoir trouver cet équilibre entre les deux? Bon, je pratique quand même l'aïkido maintenant depuis, ça va faire 42 voire 43 années. Et je dirais que véritablement, j'ai la conviction profonde que cette pratique permet d'inscrire dans notre corps ces valeurs au-delà de simplement les belles idées. Oui. Et donc, à un moment donné, quand on touche à ça, on a envie, bien sûr, de partager son enthousiasme, on a envie de faire connaître cela et d'accepter de se heurter à des oppositions en disant mais non, c'est pas ça, ou bien oui, mais s'il faut pratiquer 42 ans, à quoi ça sert, etc., etc. Et donc là, il y a aussi, je dirais, à ce besoin de connecter des valeurs, je dirais, élevées à du quotidien, il y a aussi ce challenge de dire est-ce qu'il est possible d'identifier les structures, les exercices, les présentations, les explications
qui permet de transférer cette connaissance, cette expérience, ce savoir-être à d'autres personnes. Et de pouvoir, à ce moment-là, avoir un impact qui dépasse simplement la propre efficacité personnelle, mais d'essayer progressivement d'avoir ce que j'appelle un impact sur la sociétal. Influencer les gens autour de moi, influencer les gens dans ma communauté, dans mon quartier, dans ma ville, dans mon pays ou dans mes communautés d'intérêt, etc. De manière à pouvoir, entre guillemets, contaminer de manière bienfaisante, je dirais, la société. Et surtout, c'est ce que moi qui me motive le plus, c'est de voir, de dire, tiens, vous savez, il y a une réponse différente entre l'agression et la défaite ou l'abandon. Et j'ai beaucoup trop vu de personnes qui cherchent cette réponse dans les techniques de développement personnel, dans les formations, les séminaires, etc. Et qui basculent du mal-être au quotidien à l'idéalisme, tout est permis, je vais changer le monde, je vais être bien avec moi-même, etc., etc. Et puis reviennent dans la société, reviennent dans leur communauté, reviennent dans leur famille, et ils se font mettre au tapis au premier coup parce que, comme je l'écris dans mon livre, pour être gentil, pour être bienveillant, il faut être fort. Ouais. Et fort ne s'entend pas en termes de force, mais se traduit en termes de présence, d'authenticité et d'ancrage dans ses propres valeurs. Et parce que j'ai vu l'annonce de ton livre, je savais pas que tu étais en train de d'écrire un livre. Ça t'a pris combien de temps? Oh, mais je dirais le travail concret, donc ouvrir le traitement de texte et travailler, c'est à peu près 3 ans. D'accord. Avec des petites pauses, parce qu'il y a des moments où il faut réfléchir aux choses, etc. Mais c'est le fruit du travail de tout ce que je fais, je dirais, dans l'application de l'aïkido à la communication au sens large depuis 97 ou 97 selon qu'on compte d'une manière ou d'une autre, et de 40 années de pratique aussi sur le tapis. Mais disons que jusqu'en 96, je ne me posais pas trop de questions, et puis j'ai dit tiens, il y a quelque chose d'intéressant dans cette pratique corporelle, dans sa philosophie et dans les techniques de communication et d'évolution personnelle, je vais dire. Et à un moment donné, je pense que, bon, j'ai fait pas mal de formations, à un moment donné, j'ai dit, tiens, ben voilà, il faut maintenant, et c'est un exercice intéressant, c'est de se forcer un temps, de coucher sur le papier des concepts qui sont à ce moment-là beaucoup plus concrets et beaucoup plus exigeants. Très bien, bon, super. C'est vraiment fascinant d'aller si loin comme ça dans ces questions, je trouve. Et merci beaucoup pour tout ce que tu viens de partager avec moi.